pathophysiologie en Mauritanie. La maladie d'Alzheimer représente un problème majeur de santé publique. En effet, elle touche un très grand nombre d'individus, le plus souvent âgés. Cette altération grave du psychisme se traduit par une baisse de l'activité intellectuelle, une altération importante de la mémoire, de l'attention, du jugement, des capacités à raisonner et une dégradation du langage, entre autres. Nous allons tenter de mieux comprendre cette pathologie neurologique. C'est le but de cette animation en 3 dimensions. La maladie d'Alzheimer concerne plus souvent le sexe féminin que le sexe masculin, en raison de la plus grande longévité, c'est-à-dire de la durée de vie des femmes. On distingue 2 types de maladies d'Alzheimer. La première correspond à 95% des cas et se caractérise par un début tardif. Il s'agit d'une forme qui évolue généralement par épisode, de plus en plus intense. Dans 10 à 15% des cas, cette maladie se transmet génétiquement. Cette partie de l'animation nous montre les différents lobes du cerveau. En jaune, le lobe frontal, dont l'atteinte s'accompagne chez le patient de troubles du jugement, d'euphorie, de troubles de l'émotivité. D'autre part, le comportement du patient est déconcertant. En vert, le lobe pariétal, dont l'atteinte traduit l'astéréognosie, c'est-à-dire la perte de la possibilité de reconnaître un objet par le toucher. En bleu, le lobe temporal, dont l'atteinte entraîne des troubles de la reconnaissance optique, autrement dit, le patient ne reconnaît pas certains objets ou certains individus. Il s'agit de l'agnosie visuelle. La mémoire verbale ou le souvenir de ce que nous avons lu, entendu ou dit est également atteint après les lésions de ce lobe. En rouge, le lobe occipital, qui n'est que très peu concerné par la maladie d'Alzheimer. Selon le lobe concerné, les symptômes présentés par le patient seront bien entendu différents. La séquence suivante nous permet de visualiser une partie très importante du cerveau située en son centre, le système limbique. Il intervient dans les émotions et la mémoire, le sommeil, l'alimentation. Le système limbique est altéré dès le début de la maladie d'Alzheimer. Cette affection neurologique est le résultat de nombreuses perturbations. On constate une atrophie cérébrale, c'est-à-dire une diminution du volume et du poids du cerveau qui survient progressivement et qui aboutit à l'apparition d'une démence. Ensuite, il faut citer en premier les déficits cholinergiques, c'est-à-dire une diminution du fonctionnement d'un neuromédiateur à l'intérieur du cerveau qui concerne spécifiquement l'acétylcholine et plus précisément l'enzyme acétylcholine transférase. Pour mieux comprendre l'importance de ce phénomène, il est nécessaire de savoir qu'un neuromédiateur est une substance qui permet normalement de transmettre un message d'un neurone à un autre. C'est ce que nous constatons sur ces images qui nous permettent de visualiser de très près le fonctionnement de 2 neurones et d'une synapse contenant en l'occurrence l'acétylcholine qui est défaillante au cours de la maladie. Les autres facteurs, en dehors bien entendu de l'âge avancé du sujet, sont le diabète et les antécédents de traumatisme crânien. La carence en œstrogène semble également accentuer le risque de survenue de la maladie. Le troisième type de facteur est génétique. En effet, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, à début précoce, c'est-à-dire avant 60 ans, on constate qu'il existe une transmission de cette maladie qui est liée à la présence de gènes à la surface des chromosomes. Il s'agit des gènes AAA, PSEN1 et PSEN2. Nous allons tenter maintenant de mieux comprendre les différents processus susceptibles d'expliquer la survenue de la maladie d'Alzheimer. Nous voici au centre de la substance grise parmi les neurones. Nous pouvons remarquer que le nombre de ceux-ci au cours de cette affection neurologique va en diminuant. Cette raréfaction du nombre de neurones est variable selon non seulement le lobe cérébral concerné dont nous avons vu la description précédemment, mais aussi l'intensité de la maladie. Un autre phénomène susceptible d'expliquer la survenue de la maladie d'Alzheimer est la présence de plaques amyloïdes ou plaques séniles à l'intérieur de la substance nerveuse. Nous pouvons les observer sur cette partie de l'animation.
Ces plaques séniles sont constituées par une variété de protéines que le patient atteint par la maladie fabrique en trop grande quantité. Pour mieux saisir la deuxième modification survenant à l'intérieur du cerveau et plus précisément au niveau de la substance grise, il nous faut effectuer un grossissement très important, ce qui nous permet de plonger à l'intérieur même d'un neurone en passant, comme nous le constatons ici, par un axone, en quelque sorte un des bras du neurone. En prenant dès maintenant la direction du cœur même de cette cellule nerveuse, nous allons pouvoir comprendre ce que les neurophysiologistes, c'est-à-dire les chercheurs en neurologie qui s'intéressent particulièrement à la maladie d'Alzheimer, appellent la dégénérescence neurofibrillaire. Nous voici donc au sein même du neurone, à l'intérieur de son cytoplasme, autrement dit du liquide qui baigne tous les organites, petits organes que nous observons ici, et qui permettent à une cellule de vivre normalement. Si nous continuons à pénétrer plus profondément encore à l'intérieur même du neurone, voici ce qu'il est possible d'observer, une double hélice sous la forme d'un enchevêtrement intraneuronal que les spécialistes nomment l'hélice de protéines Tau. Comment est-il possible de mettre en évidence par les examens médicaux, en dehors de l'interrogatoire du patient, la maladie d'Alzheimer? Eh bien, c'est le but de cette séquence qui nous montre les ventricules cérébraux en bleu clair. Au cours de cette affection neurologique, il est possible de visualiser grâce à l'IRM une augmentation de volume de ces cavités cérébrales qui contiennent le liquide céphalorachidien à l'intérieur du cerveau, les ventricules cérébraux. Nous remarquons ici qu'ils sont augmentés de volume. Revenons sur les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ils sont en grand nombre, mais certains d'entre eux sont relativement spécifiques. Citons l'aphasie, c'est-à-dire la perturbation du langage, les troubles du comportement avec notamment une tendance aux disputes, une tenue négligée, des comportements extravagants en public, quelquefois même une agressivité. L'agnosie, c'est-à-dire l'impossibilité de reconnaître ou d'identifier des objets, est également un des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Tous ces symptômes, bien entendu, viennent se rajouter à ceux qui ont été cités en introduction à cette vidéo. Avant de parler de traitement, voyons maintenant les moyens que possèdent les médecins ou les neurologues pour porter le diagnostic de maladie d'Alzheimer. La tomodensitométrie et l'IRM sont indispensables pour éliminer une autre maladie, entre autres une tumeur, un hématome ou un infarctus. L'image que nous voyons nous permet de mettre en évidence une atrophie corticale diffuse, c'est-à-dire une diminution du cortex, la partie périphérique du cerveau, surtout dans les régions que les spécialistes en neurologie nomment l'hippocampe. La dilatation des ventricules, dont nous avons parlé précédemment, est observable ici. Un autre examen complémentaire de l'imagerie médicale, le PET scan ou SPECT, est uniquement utilisé dans les programmes de recherche sur la maladie d'Alzheimer et très peu en pratique médicale courante. Nous en voyons ici un exemple. Le dernier examen complémentaire ou paraclinique que nous envisagerons est l'électroencéphalogramme. Il permet dans certains cas d'étayer le diagnostic de maladie d'Alzheimer en montrant ce que les neurologues appellent un ralentissement postérieur du rythme de base, illustré ici. Pour terminer, voyons quelles sont les possibilités de traitement de la maladie d'Alzheimer. Ce traitement fait appel avant tout aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Il s'agit de médicaments qui freinent l'activité des enzymes qui ont pour action de détruire l'acétylcholine, dont nous avons parlé précédemment, à l'intérieur de la synapse. De cette façon, ce neuromédiateur est conservé plus longtemps à l'intérieur du cerveau. Ces médicaments portent des noms barbares, tels que tacrine, rivastigmine, donépézil, galantamine, etc. Il est nécessaire de signaler que les résultats obtenus par ces médicaments sont généralement modestes. Certains neuroleptiques sont également utilisés pour traiter l'agressivité, l'agitation, les hallucinations, les idées délirantes, etc. Quand le patient présente une dépression ou des troubles du comportement, il est conseillé un traitement par un médicament contenant des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, entre autres. La vitamine E et la sélégiline n'ont pas montré d'efficacité avec certitude.
Neurophysiologie en Mauritanie.